Pourquoi tout le monde se bat-il pour arriver premier sur la Lune? Comment se déroule ce premier vol habité vers notre satellite depuis plus d'un demi-siècle? Quelles mésaventures mystérieuses ont escorté cette mission ces 6 derniers mois? À quoi ressembleront les premières colonies lunaires? Et quelles ressources secrètes pourraient bouleverser toutes les guerres sur Terre? Cela arrivera plus tôt que vous ne le pensez. Nous avons encore beaucoup d'histoires fascinantes à vous raconter sur ce monde. Dites-nous en commentaire ce qui vous intéresse, et nous ne manquerons pas de vous en montrer d'autres, encore plus impressionnantes. Le 1er avril 2026 a marqué le début d'un périple de 10 jours autour de la mystérieuse face cachée de la Lune. C'est une étape historique pour la NASA et le programme Artemis. C'est en effet la première fois qu'un équipage verra de ses propres yeux la face cachée de la Lune, une étape cruciale vers l'objectif ultime de la NASA, ramener 2 pieds humains sur le sol lunaire. Artemis 2 s'inscrit dans la continuité d'Artemis 1, lancé en 2022. À l'époque, sans équipage à bord, le vaisseau américain Orion avait fait le tour de la Lune pour prouver qu'avec sa fusée, il pouvait opérer en toute sécurité dans l'espace profond et revenir sur Terre. Cette fois, le vol est habité. Cependant, il n'y aura ni mise en orbite lunaire, ni alunissage. L'objectif est de tester le système de survie de la capsule pour la prochaine mission, Artemis 3. Le succès de cette mission démontre les capacités du Space Launch System et de la capsule Orion en tant que véhicule de transport pour acheminer des astronautes vers et autour de la Lune. Cela ouvre la voie aux prochaines étapes. La construction d'une station spatiale lunaire. Tout ceci n'est qu'un prélude pour emmener l'humanité au-delà de la Lune et envoyer des astronautes sur Mars. La fusée SLS a été conçue avec des dimensions telles qu'elle est capable d'aller encore plus loin dans le cosmos. Elle pourrait parfaitement servir aux missions martiennes. Certains ont même avancé avec prudence qu'elle serait assez puissante pour atteindre Jupiter. En 50 ans, la technologie a fait un bond de géant. Orion est donc doté d'un bouclier thermique renforcé pour résister aux températures extrêmes lors de la rentrée atmosphérique, ainsi que de systèmes protégeant l'équipage contre les radiations et les conditions du vide spatial. Coïncidence ou non, le lancement d'Artemis 2 a été précédé d'une série de défaillances ayant entraîné plusieurs reports. Début février, lors du remplissage de la fusée sur le pas de tir, une fuite d'hydrogène liquide a été détectée. Les techniciens ont remplacé les joints et, 2 semaines plus tard, la NASA a tenté un nouveau remplissage. Plus de 2,5 millions de litres d'hydrogène cryogénique ont été injectés, et tout semblait normal. Pourtant, dès le lendemain, un nouveau problème est survenu. Durant la nuit, l'alimentation en hélium, nécessaire à la purge des moteurs et à la mise sous pression des réservoirs, s'est soudainement interrompue. Un incident étrange qui a soulevé des questions. Simple hasard ou sabotage? Les réparations ont duré quelques jours et le lancement a finalement pu avoir lieu lors de la fenêtre suivante. Mais les plans du programme ont changé. Initialement, on attendait la mission Artemis 3 en 2028 pour poser à nouveau le pied sur la Lune. Une première depuis Apollo 17. Le scénario a été ajusté. En 2027, un vol en orbite basse avec amarrage au module d'alunissage est prévu, repoussant l'alunissage effectif à la mission Artemis 4 début 2028. Le module d'alunissage reposera probablement sur le Starship de SpaceX, dirigé par Elon Musk. En août dernier, cette fusée a atteint l'espace pour la première fois après une série d'échecs et a pu déployer des satellites. Elle est considérée comme la plus puissante de l'histoire. Là où le SLS culmine à environ 98 mètres, le Starship en mesure près de 122. Pourtant, Musk a récemment déclaré un changement de priorité.
l'attention se déplace désormais de Mars vers la Lune. SpaceX mise maintenant sur la construction d'une ville lunaire, car ce projet est réalisable en moins de 10 ans, tandis que la conquête de Mars en demanderait plus de 20. Les vols vers Mars ne sont possibles que lors de l'alignement des planètes tous les 26 mois, pour un voyage d'environ 6 mois. Vers la Lune, des missions peuvent être lancées tous les 10 jours environ, pour un trajet de seulement 2 jours. Cela rend le projet lunaire bien plus rapide à concrétiser. Pourtant, pour Elon Musk, la colonisation de Mars était l'idée centrale de SpaceX depuis sa création en 2002. Il a répété maintes fois qu'une présence humaine permanente sur la planète rouge était vitale pour la survie de la civilisation. Ce changement de cap interroge. Qu'est-ce qui a provoqué ce virage stratégique ? Pourquoi les États-Unis accélèrent-ils les préparatifs ? Et quelles ressources lunaires pourraient changer la donne ? Les essais du Starship rencontrent des difficultés similaires à celles d'Artemis II. Le vaisseau n'en est qu'à ses débuts et n'a pas encore effectué de vol orbital complet. Le problème majeur reste le ravitaillement en orbite, une technologie jamais réalisée à une telle échelle. De plus, à cause de la hauteur de la structure, l'équipage aura besoin d'un ascenseur pour descendre sur la surface de la Lune. Pendant ce temps, Blue Origin, fondé par Jeff Bezos, cherche à doubler son concurrent en proposant Blue Moon, un module de 16 mètres doté d'un système d'alunissage plus simple. En janvier, l'entreprise a même suspendu son activité de tourisme suborbital pour se concentrer sur ses projets lunaires. Malgré cela, le risque pour les premiers équipages reste élevé. La probabilité de perte est estimée à environ 1 sur 30. Au sein de la direction de la NASA, les appels à augmenter la fréquence des vols se font de plus en plus pressants. L'agence étudie plusieurs scénarios, consciente que l'approche actuelle est loin d'être idéale et ne correspond pas au niveau d'exigence de sa propre histoire. Pourquoi le retour sur la Lune est-il devenu si urgent ces dernières années ? Lors du premier mandat de Donald Trump, les priorités étaient différentes. C'est après les succès des lancements privés, notamment les missions habitées de SpaceX, que le cap a changé. C'est à ce moment-là que Washington a lancé le programme Artemis, proposant à ses alliés d'établir des zones de sécurité sur la Lune et de participer à l'extraction de ressources. Mais la question demeure. Qui a-t-il à gagner au-delà du prestige d'être les premiers ? En réalité, beaucoup plus. Le monde traverse une période d'instabilité. Changement climatique galopant, réchauffement des océans, fonte des glaces, menaces nucléaires persistantes. Des scénarios autrefois jugés relevés de la science-fiction commencent à paraître crédibles. Dans ce contexte, l'idée de s'établir hors de la Terre n'a plus rien d'abstrait. Formellement, la Lune est considérée comme un patrimoine commun de l'humanité. Pourtant, de nombreux experts estiment que dans l'espace, comme sur Terre, la loi du premier arrivé et du plus fort s'appliquera. On observe déjà des processus similaires en Arctique, où les nations se partagent des zones d'influence. Sur la Lune, cette compétition pourrait être encore plus féroce, compte tenu de la valeur stratégique des ressources et du contrôle territorial. Celui qui bâtira la première colonie lunaire pourra dicter ses conditions, non seulement sur le plan économique, mais aussi militaire. Des documents déclassifiés américains mentionnaient le Project Horizon. Il n'était pas question de recherche, mais de la création d'une base militaire sur notre satellite. Mais la raison principale de cette course, ce sont les ressources. On estime que la Lune recèle des minerais valant des milliers de milliards de dollars. Par exemple, le californium, dont un seul gramme est estimé à environ 200 millions de dollars. On y soupçonne aussi d'importants gisements d'or, de diamants et de métaux rares, indispensables à l'électronique moderne. Cependant,
c'est l'hélium-3 qui suscite le plus d'intérêt. Un isotope rare, quasiment inexistant sur Terre. Il est perçu comme le carburant de l'avenir pour la fusion nucléaire. Une seule tonne pourrait valoir plus de 50 milliards de dollars. Son efficacité est bien supérieure à celle de l'uranium, avec une radioactivité quasi nulle. Une telle ressource pourrait révolutionner l'énergie et la technologie. Reste à savoir à quoi ressemblera la colonisation elle-même. Il existe des dizaines de concepts, des complexes futuristes géants aux modules pressurisés compacts en passant par des stations orbitales. Mais les conditions sur la Lune sont impitoyables. Les températures oscillent entre moins 160 et plus 120 degrés. Toute structure habitable devra donc être parfaitement isolée et résistante aux chocs thermiques. À l'intérieur de ces modules, il serait théoriquement possible de cultiver de la nourriture et d'établir des bases de recherche. Néanmoins, selon les spécialistes, la réalisation de tels projets est encore lointaine. Il faut résoudre de nombreux problèmes fondamentaux. Elon Musk souligne que l'un des obstacles majeurs sera la pénurie de carbone, ce qui complique sérieusement le développement d'une infrastructure durable sur la Lune. En ce sens, la colonisation de Mars semble presque plus simple. Là-bas, une partie des ressources peut être extraite d'une atmosphère ténue, alors qu'elle est quasi inexistante sur la Lune. Pour l'instant, la source principale reste les dépôts de glace dans les cratères polaires. On peut en extraire de l'eau et de l'hydrogène pour le carburant et la survie. Mais si sur Terre de tels projets prennent des années, voire des décennies, sur la Lune, tout sera encore plus complexe. Pourtant, ce sont précisément ces défis qui pourraient accélérer le progrès. Les technologies spatiales ont déjà mené à des percées majeures dans les matériaux, l'ingénierie et les systèmes de sécurité. La gravité lunaire est environ 6 fois plus faible que celle de la Terre, ce qui rend les lancements depuis sa surface bien plus simples et moins coûteux. L'exploitation de notre satellite est donc vue comme une base de ressources et un tremplin pour l'expansion spatiale, vers Mars avant tout, plutôt que comme un lieu de vie permanent. C'est extrêmement coûteux, mais le profit potentiel pourrait largement rentabiliser l'investissement. Et c'est celui qui arrivera le premier qui en tirera le plus grand bénéfice.